vous allez liker et partager cet épisode. Bonjour, dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment Zen Karik parvient à mettre un terme à la cabale Jedi du Covenant. Avec les nouvelles informations qu'ils ont reçues, Zayn et ses amis décident de se rendre sur Audrin, la planète natale du maître Jedi Feln, membre du Covenant, et notamment de l'espèce de manière générale Féorine. Alors, Jarel va se faire passer pour Céleste Morne et va poser la valise en fait qui soi-disant contient le talisman dans une sorte de le sanctuaire des Féorines qui a été converti en salle de stockage pour les artefacts Sith. Sauf qu'en fait dans la valise il n'y a nul autre que Griff et Zayn. Qui vont du coup constater que y a plein d'artefacts Sith qui sont présents, qui sont référencés. Il y a même un droïde qui fait des allers-retours entre un labo de recherche et la salle pour faire l'inventaire, et pendant qu'il y a dans le labo de recherche, il y a un mec qui est en train de tout inventorier, d'étiqueter et de cataloguer tout ça. Alors c'est une preuve en fait du Covenant, de la trahison du Covenant envers le Conseil Jedi. Sauf que, alors qu'ils essayent de se barrer pour pouvoir aller dénoncer cette preuve, ils sont interceptés par les Féorines, en fait, parce qu'ils sont pas censés se trouver là, et Feln arrive à ce moment-là. Alors, Zayn et Griff sont donc capturés. Feln va contacter Lucien Drey en disant, en fait, ils sont persuadés que Zayn a tué Céleste Morne pour s'emparer de la clé, puisqu'en fait, elle lui avait confié la clé d'accès au sanctuaire, mais en fait, non, elle lui a donné, lui il l'a pas tué. Et Lucien va dire ok, il n'y a pas de souci, tu tues Zayn et tu détruis le sanctuaire, l'endroit est corrompu, détruis les artefacts. Et Azen intervient et dit non, vous ne détruisez pas les artefacts, vous prenez le temps de les ramener sur Coruscant. Alors Feln il va aller pour tuer Zayn, sauf que selon la loi Féorine, Zayn s'étant rendu dans le sanctuaire, on ne peut plus l'attaquer avec des armes, quelles que soient les armes. Du coup, ils sont obligés de se battre à main nue. Et alors que le combat commence à durer parce que simplement Zayn essaye de se barrer, il y a Borjak, un des Féorines, qui prévient Feln et qui lui dit il y a le vaisseau qui a amené Zayn revient. Alors là, forcément, Feln il fait ah là ouais d'accord. En gros, on est foutu. Donc il fait péter le sanctuaire. Il déclenche les charges explosives du sanctuaire. Le problème, c'est que les artefacts ont amplifié l'explosion et ça souffle complètement le village. À ce moment-là, Feln est foudrage, il dit rien à foutre des lois de mon pays, de mon peuple, je vais prendre mon sable laser et tuer Zayn. Et en fait, tout simplement, il va être arrêté par son peuple, qui va le considérer comme un traître parce que il a violé le sanctuaire, il l'a fait exploser, il a tué des gens en faisant tout péter. Et du coup, il se fera littéralement étriper par ses congénères, sonnant la fin de la vie de Feln. Et un membre en moins pour le premier cercle de veille. Fort heureusement, les frères Moumo, qui sont quand même des gros mercenaires un peu teubés, ont pris le temps de voler pas mal d'artefacts en fait dans le sanctuaire avant que celui-ci n'explose. Et c'est une preuve, ça va servir de preuve pour confondre le Covenant. Sur Coruscant, on retrouve Vrook, les maîtres Jedi Vrook et Vandar, qui vont partir à la rencontre de Squint, qui se fait maintenant appeler Capitaine Malak, et de Shell, en fait, ils vont leur annoncer tout simplement que Zayn va arriver avec des preuves pour confondre le Covenant. Et donc, du coup, ils vont les emmener au lieu de rendez-vous. De leur côté, Zayn et ses amis, en fait, vont essayer de passer le blocus de Coruscant, mais l'amiral Karat a été prévenu par Lucien Drey que Zayn allait se pointer, que c'est un espion mandalorien, enfin du coup Karat le croit toujours, et qu'il allait se faire un plaisir pour l'arrêter. Alors, il y a une petite péripétie où du coup ils vont changer de vaisseau, c'est-à-dire que Jarel va se faire plus ou moins poser le vaisseau dans le hangar de l'Intrépide, le nouveau vaisseau amiral de Karat, et ils vont voler le poids lourd, le petit transporteur de Carsonazi, alors que juste avant Carsonazi il leur avait tiré dessus avec son petit escadron de chasseurs, parce que il disait non, je peux pas te laisser partir de nouveau, ça m'a déjà coûté mon avancement. Et quand Kars il va voir son propre vaisseau partir plus loin, il va dire, il sait que c'est Zayn qui est dedans.
Alors que les autres pilotes ils disent bah, c'est bizarre que les mecs ils font une mission de transport maintenant. Mais en gros, pour eux, en fait, le vaisseau s'est posé dans l'Intrépide et c'est tout. Sauf que, eh ben, Xamar, qui avait été envoyé par Lucien Drey auprès de l'amiral Karat, est monté à bord du croiseur de l'ancien vaisseau de Carsonasie et intercepte Griff et Zane au point de rendez-vous avec Vrook, Vandar, Malak et Shell. On retrouve maintenant Zane habillé comme un seigneur Sith qui est conduit au domaine Drey par Xamar. Il s'agit d'une ruse, en fait. Xamar a avoué au Conseil Jedi les fautes du Covenant et il a accepté leur châtiment en échange de l'immunité pour Krinda Drey, qui en fait n'est absolument pas responsable du massacre des Padawan. Alors du coup, l'idée c'est que Zane fasse illusion quelque temps de façon à ce que Xamar puisse mettre en sécurité Krinda et après ouvrir les portes pour laisser les Jedi entrer. Alors au début, Zane va être conduit devant Lucien et Canilia. Alors il porte en fait le talisman de Mur. Alors Lucien va être prêt à le tuer et Xamar fait non, si on le tue, le talisman il va s'emparer de quelqu'un d'autre, tout ça. Et là on a Azen qui débarque et qui dit non, pas de soucis, j'inspecte. Il va inspecter le talisman et puis il va dire non mais en fait c'est un faux. Tu nous as dupé et tout. Et sauf que Xamar lui il s'est éclipsé et il va ouvrir la porte en fait aux Jedi et du coup on a la déferlante de l'ordre Jedi dans le domaine Drey. Alors ce passage est un peu particulier parce que ça peut plus ou moins s'apparenter à une guerre civile. En fait, il faut simplement savoir que de nombreux Jedi sont des fidèles du Covenant et donc du coup savent très bien, enfin ils estiment que l'ordre Jedi est corrompu et ça ne les dérange absolument pas d'affronter d'autres Jedi. De la même manière que les Jedi sont persuadés que les membres du Covenant sont corrompus. Donc à ce moment-là, on a des conflits entre Jedi. Alors on verra de nombreux Jedi mourir. Malheureusement, voilà, il y avait des méchants d'un côté et des gentils de l'autre. En réalité, tout ceci est une manipulation savamment orchestrée par Azen, en fait, qui révèle que toutes ces intrigues pour nommer d'abord Lucien chevalier Jedi, puis la création du Covenant, puis la nomination de Lucien en tant que membre du Conseil Jedi, tout ceci a permis en fait de mettre en place des pièces qui vont maintenant devoir bouger et prendre ce qu'il faut. Donc en fait tout simplement il balance un nom de code, justification, et de nombreux Jedi fidèles au Covenant qui travaillent dans les rangs des Jedi vont essayer en fait de renverser le Conseil de façon à pouvoir continuer à suivre, à faire dominer le Covenant. Et à ce moment-là, et il révèle même d'ailleurs que la relation amoureuse entre Lucien et Canilia, dont j'avais jamais parlé jusque-là, eh ben elle existe, hein, eh ben c'était une manipulation de Azen. Car Azen est en réalité un Sith. Alors je vais maintenant vous parler de l'histoire du Covenant, que je n'avais pas en fait, comme dans les bandes dessinées en fait, c'est disséminé petit à petit dans l'histoire pour qu'on en apprenne un peu plus à chaque fois. Et là non, j'ai décidé de vous faire un petit package pour vous expliquer ce qu'il en est. Alors en fait, à l'origine, nous avions la famille de Azen qui étaient les serviteurs de la famille Drey. Et jusqu'au jour où ils découvrent que Azen et Barristan Drey en fait sont tous les deux sensibles à la force et vont suivre les enseignements de l'ordre Jedi. En parallèle de ça, nous avons la Jedi Krinda Ulysse, en fait, qui est une apprentie Jedi de Vodosios Bass, qui a des dons de voyance, et dont les deux hommes sont éperdument amoureux. Sauf que Azen, il est un petit peu minable, clairement, il fait un peu pitié, et il n'a pas de charisme, il sert pas à grand chose. En plus, il n'est pas super puissant dans la force, c'est un peu un Asbrock, hein, clairement. Alors du coup, Krindal va préférer Barristan Drey qui pète la classe, quoi. Je veux dire, le gars, c'est un peu le Tony Stark des Jedi, il arrive, il fait salut bébé. C'est un peu ça. Et alors du coup, je vous avais parlé tout à l'heure du Trust Drey. En fait, pour éviter d'avoir un conflit d'intérêts entre sa fortune familiale d'un côté et son rôle de Jedi, il a créé le Trust Drey pour regrouper les sociétés qui lui appartiennent de façon à ce que ce soit en fait complètement indépendant. Donc on est d'un côté le monde de la finance, de l'autre côté le monde des Jedi, et qu'il y ait une barrière étanche entre les deux, que les deux mondes ne se rejoignent jamais. Alors les trois
les trois jeunes gens, donc Krinda, Baristan, Dre et Azen, vont suivre les enseignements de l'ordre Jedi, mais seulement Krinda et Lucien seront nommés chevaliers Jedi, Azen étant clairement pas au niveau. Alors au début, clairement, il va en vouloir à Baristan en disant que de toute façon, il a payé l'ordre Jedi pour être un chevalier Jedi, de la manière qu'il avait payé Krinda pour qu'elle soit avec lui. Donc là, Baristan va s'énerver, va lui coller une droite, hein, forcément. Et il va lui dire non mais t'en fais pas, ta famille est au service de la mienne depuis des générations, je vais pas t'abandonner, donc si tu veux tu pourras rester avec moi en tant que pilote. On retrouve notre ami Baristan sur une planète dont on se fout complètement du nom, qui mène en fait une escouade de Jedi pendant la guerre contre Exar Kun. Alors, Azen, il va faire. Il est toujours un petit peu vénère contre Baristan, mais bon, je veux dire, le temps est passé, et voilà, c'est oublié. Et ben il va rencontrer quelqu'un de son passé qui va lui l'asticoter un petit peu en disant ah t'es encore le sous-fifre, de toute façon tu te fais payer par l'autre bonhomme, t'es qu'un laquais. Alors il va pas vraiment apprécier et cette personne qui est en réalité une Notola au service des Sith va manipuler un petit peu Azen pour qu'il conduise les Jedi dans une grotte au prétexte que il va dire ah j'ai suivi la Notola, tu te souviens celle qu'on avait vue quand on était jeune et tout, en fait maintenant elle bosse pour les Sith, elle je l'ai vue se réfugier, ça se trouve elle va nous emmener à la dernière base des Sith, celle que tu recherches Baristan, allez viens fais-moi confiance. Alors du coup Azen conduit le groupe de Jedi et dont Baristan à travers les grottes et à un moment donné il va partir devant et la Notola va déclencher un explosif qui va tuer tous les Jedi et gravement mutiler Azen. Quand Azen va se réveiller, il aura été rafistolé par les Sith avec des prothèses et toutes sortes d'ensembles un peu mécaniques qu'on appelle le joug des apparences. En fait, ce système de prothèses lui permet... Alors je vois pas pourquoi des prothèses d'ailleurs, mais bref. Ça faudrait qu'en fait seulement un Jedi, un Sith mutilé puisse les utiliser, ce qui est un peu chelou. Mais du coup, avec ces prothèses-là, il va avoir plus d'accès à la force qu'il n'en a jamais eu. Et il pourra passer inaperçu auprès des autres Jedi. En fait, ça va lui permettre de complètement camoufler le côté obscur qui circule en lui. Enfin, du coup, ce qui l'émane plutôt. Et ça va lui permettre de revenir auprès de Krinda et à terme de fonder le Covenant. Alors pourquoi Krinda a fondé le Covenant? C'est parce qu'elle est devenue un peu folle de chagrin quand son mari est mort. Elle a complètement délaissé l'éducation de son fils Lucien. D'ailleurs, c'est même Azen qui a éduqué Lucien aux voies de la force. Et elle a systématiquement refusé tous les padawans que lui envoyait le conseil Jedi. Jusqu'au jour où on lui envoie la Canilia, en fait, qui est une voyante comme elle, et elle va décider à ce moment-là de réunir des voyants pour prévenir toute menace Sith ou toute menace contre la République. Et grâce à ça, en fait, grâce à cet ensemble de voyants, elle va fonder le Covenant. Après avoir révélé sa véritable nature, Azen fait une autre révélation. Il révèle sur qui porte la fameuse prophétie des 5 qu'avait énoncé Krinda. Alors en fait, la prophétie des 5, elle est un peu particulière puisqu'elle fait intervenir 5 personnes avec des statuts différents. Alors, on a la personne qui se tient dans la lumière mais qui ne voit que l'obscurité. On a la personne qui est dans l'obscurité. On a la personne qui se tient dans l'obscurité mais qui va vers la lumière. On a la personne qui incarne la lumière. Et on a la 5e personne qui est à l'écart de tous. Alors je vais vite fait vous expliquer un petit peu comment elle a été décryptée au début, c'est un peu nébuleux. Et en fait tout simplement il s'agit des différents protagonistes de la série. Donc pour la personne qui se tient dans la lumière mais qui ne voit que l'obscurité, nous avons Canilia, puisque même si elle est persuadée de faire le bien, en réalité elle fait le mal. Nous avons la personne qui est dans l'obscurité, en fait tout simplement il s'agit de Lucien, qui a volontairement menti à sa mère sur le meurtre des Padawans, donc clairement il savait que ce qu'il faisait était mauvais. Même s'il le faisait pour de bonnes raisons, il savait qu'il faisait quelque chose de mauvais. La personne qui est dans l'obscurité mais qui se dirige vers la lumière, en fait tout simplement c'est Griff. Voilà, puisqu'en fait il a choisi d'aider Zane alors qu'il aurait pu s'en foutre complètement. Comme quoi c'est pas un si mauvais bougre que ça. La personne qui est dans la lumière, c'est Zane. Et la personne qui se tient à l'écart de tous, c'est Azen. En fait tout simplement qui dit que grâce à ça il va pouvoir contrôler à la fois une armée de Jedi et une armée de Sith. Et qu'en combinant en fait les deux armées, il disait j'aurai la main mise sur les deux côtés du tableau
et je pourrais, même si les Sith et les Jedi continuent à s'affronter, je serai toujours au sommet de l'organisation, quelle qu'elle soit. Alors là, on a Canilia qui va partir à la recherche de Krinda, suivie par Griff. D'ailleurs, elle va la retrouver, elle pense qu'elle est morte, elle va quasiment se suicider en buvant une sorte de poison à la con. Et sauf que Krinda n'est pas morte, en fait, elle est enfermée dans une sorte de petite, dans un caisson d'hibernation, un peu à la manière de Céleste Morne. Et Griff va la libérer, sauf qu'elle est mourante, en fait, tout simplement. Et elle va rendre son dernier soupir dans les bras de son fils en le fustigeant pour ce qu'il a fait, alors qu'elle lui avait jamais donné l'autorisation de tuer les Padawan, et que lui pensait que c'était quelque chose qu'elle l'aurait autorisé à faire. Et en gros, elle lui dit: j'ai échoué. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Alors bien évidemment, Lucien il est vraiment au pétard. Il décide d'attaquer Zane et au final, Zane va encore réussir à pas le manipuler mais à le raisonner, et ils vont finalement s'en prendre à Zen. Alors au début ils vont faire croire qu'ils sont toujours en conflit, que ça va déboucher sur la mort de Lucien. Et n'ayant plus, en fait, parce que l'objectif c'était que Lucien devienne le dirigeant de l'ordre Sith sous les ordres de Azen, n'ayant plus personne pour diriger les Sith, il va décider de prendre entre guillemets Zane comme disciple. Et il va dire à Zane: approche, parce qu'en fait il a une relique qui est le gantelet de Kresh qui empêche quiconque de le toucher sans qu'il le veuille. Donc du coup, il va laisser Zane l'approcher, il va lui poser la main dessus. Hop, caméra. Et en fait, comme ça, Zane a le droit de le toucher, et au dernier moment, Zane va lui trancher le bras pour lui retirer la relique. Lucien se relève à ce moment-là. Zane attrape Griff, et Lucien les envoie valdinguer avec la force pour les écarter du terrain. Alors, Lucien récupère le gantelet de Kresh et utilise le détonateur, en fait, il y a un bouton dessus qui fait que tous les croiseurs de la République tirent conjointement sur l'endroit où se trouve le bracelet. Alors, parce que vu que le bracelet empêche d'être touché, voilà. Et en fait, simplement parce que il y avait toute une magouille avec le fait que le Trust Dre avait racheté une société qui fournissait la République, et c'est comme ça il a eu les codes de commande à distance des vaisseaux. Enfin, c'est un peu un pataquès, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Donc c'est la fin de l'histoire, Aizen est tué, Lucien Dre reste vivant, mais il est mutilé, en fait il perd la vue et il se réfugie sur une planète, une sorte de petite lune qu'il avait achetée grâce à son argent, et il va refonder une sorte de Covenant, mais plus dans l'esprit de son père, qui était dans l'objectif d'aider réellement les gens, plutôt que dans l'objectif de les prévenir d'une certaine menace. Donc il va cumuler les croyances de sa mère et de son père, et plus simplement se baser sur ce que voulait sa mère, c'est-à-dire empêcher le retour des Sith. De son côté, Zane est complètement innocenté, mais il n'accède pas pour autant au rang de chevalier Jedi. Notamment, il refuse, alors qu'il aurait pu, parce qu'il dit que les Jedi l'ont pas forcément aidé au moment où il en avait besoin, et du coup il préfère partir avec Griff pour continuer ses aventures avec lui. C'est la fin de cet épisode. Alors, comme d'hab, pas de chronologie, on est toujours en moins 3964, ça n'a pas changé. Du coup, pour les prochains épisodes, on s'intéressera toujours à Zane et Jarael, puisqu'en fait il y a un nouvel arc qui va démarrer avec eux, qui est normalement le dernier arc avec ces personnages-là, avant qu'on attaque réellement le vif du sujet au niveau des guerres mandaloriennes, et notamment de sans doute ce que beaucoup d'entre vous attendent, Revan. Donc je vous dis à la prochaine, et que la force soit avec vous.